très courageux de voir un auditoire aussi grand après une journée de travail. Je ne sais pas si vous savez, mais le droit du travail a comme caractéristique d'interdire une journée de plus de 11 heures. Et il me semble qu'ayant commencé pour certains d'entre vous à 8 heures, et 18 heures, avec un temps de midi restreint, je pense qu'on est à la limite en termes de droit du travail. Donc, je salue et je vous remercie. On va travailler sur un sujet. Je vous remercie d'être là. Je vous fais du courage parce que, comme je le dis souvent, il y a une caractéristique, c'est que c'est un métier qui est quand même assez épuisant au niveau de concentration. Et ce que je vais vous infliger va vous faire souffrir pendant 1 heure et demie. Donc, je vous remercie par avance. Alors, lorsqu'on m'a interpellé sur la question du statut de l'erreur, ma première réaction a été de dire, mais Dieu que ça date. Et moi, il me semble que ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir une réflexion sur l'apprentissage et comment les élèves apprennent. Le statut de l'erreur étant une question qui se traite de manière didactique, c'est-à-dire dans chaque discipline, avec une nature séparée. L'erreur en orthographe, ce n'est pas la même chose que l'erreur en français, et penser qu'il puisse y avoir une erreur générale me paraît assez surréaliste, parce qu'il y avait une didactique générale et qu'on apprendrait et qui permettrait d'enseigner toutes les disciplines de la même façon. Donc déjà là, je voulais faire en introduction un petit point de cadrage. Je vais organiser mon propos essentiellement à partir des apports de la psychologie et essayer à chaque étape de vous montrer en quoi, quand vous pratiquez concrètement dans la classe, ça renvoie à des présupposés théoriques. Chaque fois qu'on parle de pratique, et vous êtes, vous, d'abord, des praticiens. Un praticien, ça n'existe pas dans l'absolu. Un praticien, ça n'existe qu'en référence à un ensemble de concepts et de savoirs scientifiques sous-jacents. C'est-à-dire, quand je fais la classe, vous êtes un peu comme M. Jourdain quelquefois, vous mettez en œuvre des processus psychologiques chez l'enfant, chez vous-même aussi, et ces processus psychologiques vont avoir des conséquences sur la façon dont l'enfant apprend. Alors ça, c'est intéressant de le savoir, parce que c'est là où vous pourrez peut-être agir, c'est en ayant connaissance de ces processus psychologiques. Si les gamins n'apprennent pas, ben, on peut peut-être changer le processus psychologique sous-jacent, ce qui lui permettrait d'apprendre. C'est aussi bête que ça. Et pourquoi je vous parle du rapport entre théorie et pratique? Tout simplement parce qu'il n'y a jamais de pratique sans théorie sous-jacente. Ça sera un peu comme un homme politique qui vous dirait « votez pour moi, je ne fais pas de politique ». On sait toujours très bien, quand quelqu'un dit ça, il va faire une politique, on sait très bien quelle est la politique. D'accord. Donc, c'est, me semble-t-il, dans les théories sur l'apprentissage actuel, quelque chose d'important que les professionnels sachent un petit peu ce qu'ils agitent lorsqu'ils mettent en œuvre telle ou telle pratique dans la classe, et en quoi ça va avoir, du fait même des fondements psychologiques de cette pratique, une répercussion sur la façon dont les élèves vont apprendre. Alors je vais essayer de vous accompagner dans une petite réflexion sur cette question-là, de vous montrer un petit peu comment, de quelle psychologie on parle, ne serait-ce que pour nettoyer un petit peu un certain nombre de mythes sur la psychologie. En quoi ça sert, en quelque sorte, la psychologie pour un enseignant, en sachant que vous en avez tous fait un temps soit peu, au moins à l'UFM, à l'école normale, pour certains d'entre vous, mais voir un petit peu comment les choses peuvent s'articuler. Je vous demande aussi, si je suis abscon, ou si je tiens un discours que vous paraît trop ésotérique, vous êtes en désaccord, pas hésiter à m'interrompre. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant quand on dialogue quelquefois, et ça me permet à moi de pouvoir moduler en fonction de vos réactions, moduler mon discours et voir un petit peu comment on peut travailler ensemble sur ce sujet-là. Alors, on va commencer par un constat que vous partagez, je pense, extrêmement largement. Ce n'est pas parce que les enseignants enseignent que les élèves apprennent. Je crois que je connais personne dans la salle, donc je peux en parler en toute liberté, mais dans ma carrière assez longue de chercheur en milieu scolaire, j'ai jamais vu un enseignant indifférent à l'échec ou à la difficulté de ses élèves. Ça n'existe pas. Ça, c'est une réalité. J'en ai vu qui étaient agressifs, ça rendait de mauvaise humeur, qui pensaient que l'élève ramait, n'en fichait pas trop, qui disaient c'est la faute aux parents. S'ils avaient des parents normaux, ça serait mieux.
J'en ai vu qui disaient il est trop bête pour apprendre. J'en ai vu d'autres qui disaient bon, il relève de l'enseignement spécialisé. Mais j'ai jamais vu quelqu'un indifférent à cette chose-là. C'est d'ailleurs une caractéristique des professions enseignantes, premier comme second degré, c'est cette absence d'indifférence. Ça prouve quand même qu'il y a quand même des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, qui ne sont pas forcément pris en compte. Donc ce constat, c'est un constat qui... pourquoi on s'interroge sur l'erreur? C'est un constat qui vraiment pose question socialement. C'est-à-dire qu'à l'échelle du pays, la difficulté scolaire, l'échec scolaire, est une maladie du système éducatif, une maladie qui est générée par le système éducatif. Alors attendons-nous bien, la responsabilité n'en incombe pas qu'aux enseignants. Mais notre propre façon de procéder amène aussi un certain nombre de difficultés. Et si on se pose la question, par exemple, de la bienveillance, ce n'est pas un effet de mode, c'est aussi la résultante d'un certain nombre de constats de recherche où le système éducatif génère sa propre difficulté et son échec. C'est d'autant plus difficile à percevoir que dans cette salle, nous sommes tous les purs produits du système éducatif et que nous avons tous comme caractéristique commune d'avoir été de bons élèves. Et c'est quelque chose qui rend la difficulté de l'autre difficilement compréhensible. Alors, il ne faut pas se fustiger, on n'est pas seul responsable. Moi je pense qu'il y a des conditions, et je le dis très clairement, objectives aussi à la difficulté, et les enfants ayant évolué considérablement depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on voit bien aussi que les conditions sociales ont un impact, enfin il y a un ensemble de facteurs qui vont avoir aussi une influence. Mais ça ne nous dédouane pas d'une réflexion sur notre propre fonctionnement. Notre école, l'école que nous avons construite, dans laquelle nous pratiquons, vous comme nous, parce qu'à l'université c'est bien pire encore, la façon dont on méprise et on traite l'étudiant, ça relève quelquefois de la maltraitance. Vous en êtes bien loin, dans le collège et au premier degré. Je veux dire les choses aussi très crûment. Notre école va générer de l'exclusion. Et cette exclusion, elle est socialement inacceptable. Tout simplement parce qu'elle est marquée socialement. Ce sont toujours les mêmes catégories de personnes qui, d'une génération sur l'autre, sont dans des systèmes de reproduction des inégalités sociales. Alors, c'est quelque chose dont nous avons aussi, nous, la responsabilité. Alors, il faut le savoir que nos pratiques professionnelles vont générer une partie de ces difficultés et de ces exclusions. Et cette constat, cette rupture, va amener une question récente, c'est-à-dire qu'on va peut-être arrêter de s'interroger sur comment faire pour enseigner, pour justement réfléchir à davantage comment les élèves font-ils pour apprendre. C'est-à-dire, vous avez pu constater, au cours de vos formations, qu'on était véritablement dans la logique où vous avez tous été formés à enseigner les mathématiques, enseigner l'histoire géo, enseigner le français, enseigner l'EPS, enseigner, etc. Mais rarement à avoir une réflexion sur comment les élèves apprennent. Et c'est un peu cette démarche que je voudrais amener, parce que c'est véritablement là que va se situer la rupture. On voit que la pédagogie traditionnelle, qui conçoit l'enseignant dans un rapport avec sa classe, ne fonctionne plus, ou fonctionne simplement pour une partie de la population. Et cette partie de la population, à la limite, hein, moi je vois mes petits-enfants pourraient très bien se passer à la limite d'aller à l'école. Ils ont les capacités, l'environnement qui font qu'ils vont apprendre. Par contre, pour ceux qui n'en bénéficient pas de cet environnement, parce que socialement, ils sont dans une posture où ils appartiennent à des univers culturels et sociaux différents, ceux-là ont véritablement besoin de l'école, et ceux-là ne sont que partiellement pris en charge par l'école. Donc c'est vraiment une question d'actualité, une question forte. C'est une question qui est posée avec vivacité, parce qu'on sait que les coûts sociaux vont être quelque chose de redoutable dans le futur. Et la responsabilité qui est donnée au système éducatif est une responsabilité conséquente sur ce plan-là. Donc cette rupture,
elle nous oblige à une transformation de nos pratiques. Et alors, rassurez-vous, c'est la même chose à l'université. Les taux d'échec en première année sont tels que ça pose véritablement problème et qu'il va falloir, nous aussi, nous transformions radicalement nos pratiques. Alors, il faut clarifier un certain nombre de concepts que je vous propose très rapidement de faire. Le concept de pédagogie, celui de didactique, et on terminera sur un petit peu qu'est-ce que c'est que la psycho et en quoi ça peut éclairer les enseignants. Alors, le statut de l'erreur, ce qu'on appelle l'erreur, ça fait partie de cet ensemble. Et il faut clarifier les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que la pédagogie? Alors, posez cette question à vous qui en faites matin, midi et soir, ça relève peut-être du gag. Mais enfin, je préfère dire les choses de manière à ce qu'on soit bien clair pour la suite. Le pédagogue, c'était étymologiquement l'esclave qui accompagnait l'enfant vers le maître, c'est-à-dire vers le savoir. Et il avait pour mission de lui faire réviser ses leçons, enfin de le faire réviser ce qu'il avait appris. Et si l'enfant répondait mal au maître, c'était le pédagogue qui était fouetté. C'est important, les mots ont un sens, c'est important. Faire acte de pédagogie, c'est s'occuper des processus d'apprentissage. La pédagogie, elle est centrée sur l'élève et sur la façon dont l'élève apprend. Alors, que l'élève se trompe dans l'apprentissage, on va voir un peu plus loin que ça va de soi, c'est normal. Ça fait partie des choses ordinaires. Les élèves qui ne se trompent pas sont ceux qui ont déjà eu accès à la connaissance avant. On en a tous dans nos classes. On a toujours 2-3 gamins, ils en savent autant que nous, enfin, dans le souvenir que j'ai du premier degré, sur ce qu'on va leur apprendre. Voire, vous avez tous croisé, par exemple, pour ceux qui sont profs d'école ou institut, des spécialistes des animaux préhistoriques ou des spécialistes des châteaux forts au Moyen-Âge, qui en savent largement autant que ce qui est marqué dans le manuel. Voire, dans d'autres disciplines, c'est la même chose. Donc, la pédagogie, elle va s'intéresser aux situations d'apprentissage, au fonctionnement des situations d'apprentissage et au contexte qui va influer sur les apprentissages. Donc être pédagogue, ça va être voir comment on peut désosser en quelque sorte les mécanismes et les stratégies d'apprentissage des élèves et faire en sorte qu'on puisse travailler avec ces choses-là. C'est-à-dire que le petit Adrien, il n'apprend pas de la même façon que le petit Elliot, il n'apprend pas de la même façon que la petite Sarah, etc., etc. Chacun a des stratégies. Ça ne veut pas dire que chaque enfant a ses propres stratégies. On peut regrouper et on peut faire des rapprochements et les mécanismes sont quelquefois extrêmement similaires. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors la pédagogie, elle s'intéresse aussi à une deuxième question qui nous est posée par le problème de l'école bienveillante. C'est celle des finalités de l'enseignement et des finalités du métier. Alors ça, c'est une question auquel il va falloir répondre dans un contexte qui est différent. Alors vous allez me dire, je ne fais pas le porte-parole du ministre, mais la loi de refondation de l'école, je vous invite à la lire, ceux qui l'ont fallu. Elle contient des choses extrêmement intéressantes, indépendamment du ministre qui l'apporte et du parti politique qui l'apporte. Il y a des choses qui nous intéressent dans notre pratique, dans la pratique de la classe. Il y a des choses qui vont donner du sens à notre métier. Alors on ne peut pas dire notre métier, on n'est pas reconnu, on n'est pas valorisé, en même temps pas connaître ce qui est dit dans la loi. La loi, elle donne du sens et elle dit aux enseignants, votre métier est important parce que votre métier, c'est pas simplement transmettre des savoirs, c'est aussi accompagner les enfants dans un processus d'apprentissage. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a autant de légitimité à travailler sur cet accompagnement que sur le savoir savant à transmettre. Et que ce qui est même plus important, c'est dit en filigrane dans la loi, c'est justement ce travail sur faire en sorte que tous les enfants de la nation, quelle que soit leur origine, puissent accéder à l'enseignement, à une culture commune qui leur permettra d'être des citoyens éclairés, c'est-à-dire en situation de pouvoir faire des choix libres et éclairés. C'est important d'avoir cette réflexion sur les finalités.
Tout simplement parce que ça va complètement changer le statut de l'erreur et la façon dont on va concevoir l'enfant qui fait des fautes, qui se trompe. On passe à ce moment-là d'un rapport à l'erreur conçu comme une faute à un rapport à l'erreur conçu comme un éclairage sur le fonctionnement psychologique de l'enfant et sur lequel, en tant qu'enseignant, on va pouvoir avoir une action. Alors, ce n'est pas une nuance simple. La faute, alors juste pour vous montrer ce que ça veut dire. Vous avez une classe de CE2, vous donnez une dictée pour vous montrer un peu les mécanismes psychiques qui sont en jeu dedans. Les gamins font quasiment tout juste. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit? C'était trop facile. Il n'y en a aucun d'entre vous qui dira « Mais qu'est-ce que j'ai bien fait mon boulot ?» Il y en a très peu qui diront « On s'en quoi, comme ils sont bons, ces petits. » Alors, c'est pas du l'esprit, ça veut dire qu'on a un système de représentation dans notre tête qui nous est véhiculé par notre éducation, par notre formation. Et vous avez tous passé des concours de l'enseignement. Les concours, ils servent à quoi? Sinon à faire souffrir les étudiants. Pas grand-chose. C'est même des épreuves d'un sadisme, je trouve, assez remarquable. C'est une horreur. CAPES, l'agrégation, concours PE, c'est une horreur. C'est extrêmement violent. Ça ne mesure pas la compétence, ça mesure la capacité à réussir au concours et à résister à la violence. Beaucoup. Alors, ça mesure aussi quand même une forme d'intelligence, parce qu'il faut quand même résister. Mais on voit bien qu'on est dans un système où on a des modèles dans la tête qui vont avoir une application directe sur la pratique professionnelle. Et notamment cette idée que, comment dirais-je, en fait, on ne mesure pas le chemin qui est parcouru, mais toujours le chemin qui reste à parcourir. C'est-à-dire qu'en fait, à l'école, il y a une sorte de norme qui est l'horizon à atteindre, et on passe beaucoup de temps à mesurer ce qui sépare de cette norme. Et cette norme, elle a comme qualité d'être comme l'horizon. C'est-à-dire plus on avance, plus elle recule. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une logique de défectologie, c'est-à-dire une logique de ne pas en faire assez. Alors, c'est très drôle parce que quand on va voir des stagiaires professeurs d'école, enfin, on va y retourner, les enseignants de la fac, c'est la première chose qu'ils nous disent. Quand on arrive, ils sont tous, je pense que ça doit être pareil pour vous en cas d'inspection, au lieu de dire voilà tout ce que j'ai réussi à faire cette année, souvent les gens ils disent oui mais il me reste ça, oui mais, etc. Vous l'avez tous vécu scolairement. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu l'appréciation on peut mieux faire. On peut mieux faire, c'est ça. C'est-à-dire, oui, Laurie, vous avez fait ça, mais il reste encore tout ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le il faut faire plus. Et non pas s'appuyer sur ce qu'on sait pour pouvoir progresser. Alors on voit bien que ce système de représentation va fonctionner d'une façon très particulière. Donc la pédagogie, elle a pour fonction de s'intéresser aux finalités du métier. Et les finalités du métier, de par la loi de fondation, vont changer. Qu'est-ce que c'est que la didactique? La didactique, elle va s'intéresser, comme la pédagogie, au processus d'apprentissage et d'enseignement, mais du côté des savoirs et d'une discipline de référence. La didactique, c'est une prescription pour la pratique. La didactique, on va parler de didactique de l'histoire, des mathématiques, du français. Elle s'articule autour de deux grands champs, la psychologie des apprentissages d'un côté et de l'autre, une étude épistémologique des savoirs. En fait, la didactique, elle répond à la question comment l'élève fait-il pour apprendre telle ou telle discipline. Donc, la didactique, c'est une prescription professionnelle centrée sur les savoirs et pas sur l'élève. Et en SP, on forme les gens à la didactique.
pas aux apprentissages. Ça n'a pas changé par rapport aux IEFL, par rapport aux écoles normales. Ça n'a pas changé beaucoup. D'accord? Alors que le public change en permanence, et on a vu évoluer sur les 30 dernières années, on voit évoluer une centration sur l'ego au niveau de chaque élève. C'est-à-dire que quelquefois, je me rappelle dans les années 90, même 80, la socialisation du jeune enfant à l'école maternelle, on pouvait parler de groupe classe à partir de la fin de la moyenne section, grande section. Et quand on pouvait s'adresser au groupe, on s'adressait au groupe classe. Donc moi je m'adresse à une population en vous considérant comme un groupe. Donc chaque enfant se sentait concerné par la parole de la maîtresse. Ce qu'on observe maintenant, c'est que jusqu'en 5e, pour certains élèves, la notion de groupe classe n'est pas installée. Et ça, c'est une évolution sociale qui est faite, qui s'est effectuée au fur et à mesure, à partir du moment où la société s'est recentrée sur une économie familiale orientée autour de la famille nucléaire, qu'elle soit composée, décomposée, ça n'a pas d'importance, mais autour du groupe familial. Donc la didactique, elle va servir à prescrire la pratique. Dernier concept que je voudrais clarifier, c'est la psychologie. Alors, mon schéma est un peu petit, parce que je pensais avoir un grand écran, et puis j'ai un tout petit écran, donc on va faire avec. La psychologie, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une des grandes explications de la difficulté ou de l'échec scolaire auquel je voudrais tordre le cou, c'est une explication qui porte sur l'idée qu'il y aurait des dysfonctionnements en termes de psychologie de la part de l'élève qui lui interdirait l'apprentissage. Et que ça relèverait d'un enseignement spécialisé et de compétences que les profs et les maîtres n'auraient pas dans la classe. Alors, ça fait des années, moi j'ai été travailler en secteur de psychologie infanto-juvénile dans les années 88-89 avant de faire de la recherche. J'ai dirigé un secteur de psychiatrie. Et quand j'ai commencé, je suis vieux, pas de mettre au compteur, quand j'ai commencé mon métier de psychiatre de sous-temps, je recevais des enfants qui présentaient des troubles psychiques. Des névroses, des psychoses, des maladies mentales, et la difficulté scolaire était consécutive aux troubles psychiques. Quand j'ai cessé mon activité clinique dans les années 2000, 2001, 2002, je ne pouvais plus, j'étais fatigué, je me suis reconverti. C'était l'inverse. C'est important. C'était l'inverse, c'est-à-dire que la pression scolaire, l'échec scolaire, mettait les enfants dans des situations de souffrance psychique. C'est intéressant de le savoir. Je ne porte pas un jugement de valeur, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, c'est pas l'école qui génère ça, c'est aussi l'ensemble social. Mais on voyait qu'il y avait une explication. Deuxième chose, on assiste depuis un certain nombre d'années à une médicalisation de l'échec scolaire qui n'a pas lieu d'être. Ça, c'est aussi une idée importante. C'est-à-dire que les enfants sont en difficulté et on dit c'est un problème. C'est vrai, partiellement. Mais ça ne peut pas prendre les proportions que ça prend. Quand vous prenez par exemple les statistiques officielles des 10, on arrive à 8, voire 10% d'une population. En médecine, quand on a 10% d'une population qui est atteinte, ça s'appelle une pandémie et on déclenche des mesures d'urgence. Vous savez, au pire moment des grippes, on dépasse rarement les 3% de la population. C'est des épidémies. Donc là, il y a un souci. Alors on voit bien qu'il y a un souci parce que ça crée un marché, ces enfants, en difficulté. Ça crée un marché, ça crée des revenus pour les professions libérales, il y a toute une économie qui se développe. Mais je ne pense pas que notre métier soit d'alimenter cette économie. On a au bon sens. Il faudrait peut-être une réflexion un peu plus approfondie. Donc, cette explication par l'incapacité psychologique est une explication qui doit poser problème. Alors, pourquoi je vous amène à réfléchir à tout ça? Tout simplement parce que, me semble-t-il, quand on va
penser la psychologie, il faut savoir d'où on parle, et qui parle et d'où. Quand vous écoutez des discours psychologiques, alors ça c'est mon petit quart d'heure de nettoyage au niveau des conceptions. La psychologie, son sujet, son objet, c'est le fonctionnement du sujet, de la personne. Et la psychologie, elle se répartit dans 4 grandes orientations. Une orientation qui est fondée sur la biologie. Une orientation qui est fondée à l'opposé, là-bas, sur le social. Une orientation qui est fondée sur l'étude du fonctionnement ordinaire, qu'on appelle le fonctionnement normal. Et un dernier point, l'étude du fonctionnement anormal, du fonctionnement pathologique, en référence à la maladie. Donc quand on va travailler, nous, en tant qu'enseignants, on ne va pas choisir de s'appuyer sur des concepts, et ça, à la limite, ne nous concerne pas, qui relèvent du fonctionnement pathologique. Que vous soyez malade quand vous avez les oreillons, la rougeole, vous êtes tout à fait capable d'apprendre quelque chose, si on vous met en situation d'apprentissage. Quand vous avez une maladie mentale, à moins que ce soit un grand événement, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable d'apprendre quelque chose. Donc ces approches au niveau du fonctionnement pathologique ne peuvent pas expliquer l'ensemble des difficultés et de l'approche de l'échec scolaire. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. On peut avoir des enfants qui ne vont pas bien, mais ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas bien qu'ils n'apprendront pas. Alors ça nous perturbe. Quand on a des enfants qui vivent des situations de violence ou des choses comme ça peut perturber, ça peut gêner l'apprentissage. Mais ce n'est pas ça qui va interdire l'apprentissage. Deuxième orientation, on a beaucoup d'explications maintenant à travers l'étude biologique de ce qu'on appelle les neurosciences. Alors là, c'est un champ extrêmement prometteur, mais dont les premières constatations vont quand même viser à valider des choses qui ont été déjà découvertes, notamment par des psychologues comme Jean Piaget. C'est-à-dire qu'on fonde maintenant, avec l'étude du fonctionnement des neurones, ce que Piaget avait déduit de l'observation pratique des enfants il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Donc la neuroscience vont nous aider à comprendre un petit peu, et vont nous aider aussi à comprendre, par exemple, pourquoi certains élèves font tel ou tel type d'erreur. Alors ça, c'est vraiment important. Ces neurosciences vont nous aider aussi à comprendre, par exemple, la particularité de certains troubles. Par exemple, vous avez tous entendu parler de la question des dyslexies, des dysphasies. Donc ça nous aide à comprendre, alors avec des difficultés, des débats forts, hein, par exemple sur la question de la dyslexie, on ne sait pas trop. On a sur Lyon des équipes qui sont en pointe au niveau de la recherche mondiale. Ces équipes sont en train de montrer que pour la dyslexie, par exemple, eh bien, ce qui est le mieux, c'est encore d'apprendre en classe. Et que ce n'est pas parce qu'on a une particularité qu'on est incapable d'apprendre. Et que, par exemple, ces équipes nous montrent aussi que plus on focalise sur la dyslexie, plus on désigne l'enfant comme étant particulier, plus il est en difficulté. Parce que parmi vous, bon, moi j'ai pas mal d'amis qui sont enseignants, parce que beaucoup d'amis enseignants savent intuitivement. C'est-à-dire que l'enfant, quand on le désigne comme étant dyslexique, il va plutôt avoir tendance à se comporter comme un dyslexique. C'est compliqué ces choses-là. On est dans les sciences humaines, on n'est pas dans des sciences exactes, et quelquefois ça pose problème. Et donc du côté de la psychologie, on a aussi deux grandes orientations qui vont nous intéresser et qui vont nous aider à comprendre, et c'est ce que je vais reprendre maintenant dans la suite de mon développement, sur quel concept on peut s'appuyer pour cette réflexion sur où l'élève fait des erreurs et comment on peut construire une pédagogie avec ces éléments. Donc c'est la psychologie sociale qui va concerner le fonctionnement social au sein de la classe, et la psychologie du développement, qui est la psychologie principalement portée par Piaget et ses précurseurs, et ses successeurs, et qui nous montre comment, dans l'apprentissage, ça va fonctionner. Par contre, s'il y avait un petit peu d'eau, ça c'est vachement. Parce que moi je parle fort.
Alors, ça apparaît en marron, au lieu d'apparaître en rouge. Bon, c'est pas grave. Quels sont les fondements psychologiques de la réflexion pédagogique? Et la question sous-jacente, mais à quoi ça sert la psychologie? À quoi ça sert à un institut? Parce que souvent, quand on parle de psychose, on va parler d'une psychose qui sert à comprendre les troubles. Et on a tous dans nos classes 1, 2, voire 3 enfants qui ont des problèmes de comportement, des problèmes affectifs, voire des problèmes de maladie mentale qui vont perturber la classe et perturber le fonctionnement. Ce n'est pas de cela dont je vais parler ce soir. Je vais parler beaucoup plus, moi, de ce qui est derrière la situation pédagogique. C'est comment, quand on met en place quelque chose, une situation pédagogique, comment ça fonctionne. Alors la première des pédagogies, la première des situations pédagogiques qu'on met en place, c'est celle que vous connaissez bien, pour laquelle vous avez été formé, c'est ce qu'on appelle la pédagogie par objectif. Vous vous rappelez, quand on vous a appris à faire des fiches de préparation, on vous a marqué objectif numéro 1, objectif numéro 2, objectif numéro 3, il faut clarifier tout ça, il faut bien organiser. Alors, cette pédagogie par objectif, elle repose sur une conception comportementaliste en matière de psychologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et où s'effectue le lien? Alors, la pédagogie par objectif, la psychologie comportementaliste, c'est une psychologie qui pense que l'homme est constitué par un ensemble de réponses à des stimulus. C'est-à-dire qu'il y a des stimulus et que ces stimulus vont amener une réponse et que l'homme va se constituer de cet ensemble de réponses. Et dans cette logique-là, apprendre, c'est répondre à un stimulus. Alors, comment ça fonctionne? Ça veut dire que enseigner va être, en quelque sorte, créer des situations qui vont entraîner les réponses adaptées et un comportement souhaité qui va être l'objectif à atteindre. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que notre travail de pédagogue dans cette logique-là, ça va être de penser des dispositifs pédagogiques qui vont organiser, en quelque sorte, la pédagogie selon une procédure très particulière. Excusez-nous, on n'a pas de verre. Pardon? On n'a pas de verre. Pas grave. Il y a de l'eau déjà. Alors, donc, toute cette pensée psychologique, toute cette connaissance psychologique que vous connaissez, hein, vous la voyez agir par exemple, très concrètement, la psychologie comportementaliste, c'est celle, c'est le behaviorisme, c'est ce que vous connaissez de manière très claire. Quand vous voyez par exemple un gendarme au bord de la route, ça vous fait lever le pied quand vous conduisez. Même quand vous avez un gendarme qui vous arrête, ou un flic qui vous arrête, même si vous n'avez rien fait, vous commencez par vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Il y a un stimulus et il y a une réponse. C'est cette psychologie-là qui aussi, quand vous voyez marqué à l'entrée du supermarché en période de Noël, dingue, 9,99 €, fait que quand vous arrivez au rayon dingue, vous prenez la première dingue qui vient, même si elle est à 25 € le kilo. Voilà. D'accord? C'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien. Elle a permis, avec ce découpage en notions d'objectifs, de mettre en place tout un dispositif pédagogique que je vous décris un petit peu de la façon suivante. Alors, ces fondements psychologiques ont des conséquences. Alors, on a un schéma qui serait un petit peu le suivant. Ce que nous dit la psychologie, la pédagogie par objectif, c'est qu'on part d'évaluation des acquis des élèves, on va fixer des objectifs à atteindre, qui sont définis par des programmes, on fractionne ces objectifs, on construit des situations en fonction de ces objectifs, on les met en œuvre, on évalue les résultats, et on rebat ensuite, après, fixer des objectifs à atteindre
et c'est une sorte de spirale. Alors, ce que nous faisons, parce que c'est le principe même de ce qui a été enseigné, c'est pas quelque chose d'anodin. Alors ça a des avantages. Ça permet de clarifier la pédagogie mise en œuvre. On voit aussi qu'on va bien définir les objets de savoir à apprendre, mais il y a quand même un certain nombre de conséquences importantes. Alors, un autre avantage important, c'est que dans cette logique-là, l'évaluation va faire partie du processus d'apprentissage. Et on voit bien que le statut de l'erreur va être d'une autre nature que dans la pédagogie classique, où l'évaluation située en fin d'apprentissage va, en quelque sorte, servir de sanction. Là, quand l'élève se trompe, ça permet d'indiquer à l'enseignant un certain nombre de compétences ou de savoir-faire qui ne sont pas atteints, et donc de revenir dans une sorte de boucle. Alors, c'est important de faire la différence. La pédagogie traditionnelle, elle est terminée par une évaluation de type sommatif, c'est-à-dire à la fin, l'évaluation est une sanction. Sa finalité, c'est d'évacuer, de donner, de dire la norme, et au fur et à mesure de la scolarité, d'évacuer ceux qui ne correspondent pas à la norme standard. Là, dans la pédagogie par objectif, dont on s'inspire beaucoup actuellement, enfin depuis un certain temps, la finalité de l'évaluation, c'est de réintroduire l'erreur dans le processus d'apprentissage, notamment au niveau des objectifs à atteindre. Mais il y a un certain nombre de critiques qui vont se poser dans la réflexion. Donc, on voit déjà que là, on a une approche globale de la classe et qu'on va se retrouver confronté quand même à l'hétérogénéité des élèves. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'enfants vont être dans la répétition et ne vont pas arriver à répondre correctement aux objectifs fixés. L'évaluation dans cette logique-là sert quand même globalement à faire progresser les élèves. Mais on a un certain nombre, mais ce modèle pédagogique, très proche de la pédagogie traditionnelle, où l'enseignant enseigne et les élèves sont censés apprendre, va poser un certain nombre de problèmes. Alors ce modèle-là, de pédagogie par objectif, est extrêmement répandu et a trouvé son origine dans l'enseignement professionnel. Et on a vu, pour ceux qui ne le savent pas, parce que l'enseignement professionnel est très mal connu à la fois du premier degré et du second degré, mais ce qu'on peut observer quand on suit des populations d'élèves qui fréquentent l'enseignement professionnel, c'est que souvent ils arrivent désespérés au lycée professionnel, après un parcours d'échec massif, et ils en ressortent plutôt ragaillardis et plutôt en situation de réussite. Ce qui est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que les élèves ayant subi une pédagogie plutôt classique et traditionnelle, avec une évaluation de type sommatif, s'étant trouvés exclus, ont souffert de cette exclusion et retrouvent du sens à l'apprentissage au lycée professionnel. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. C'est-à-dire que dans le système éducatif, il y a des lieux qui ont été des lieux, l'enseignement professionnel, l'enseignement agricole, par exemple, qui ont développé d'autres modèles pédagogiques qui sont extrêmement intéressants, avec des publics, quelquefois, en très grande difficulté. Alors, quelles sont les critiques qu'on peut faire à la pédagogie par objectif et telle qu'elle est pratiquée? Alors, dès que vous entendez le mot objectif, on est dans une psychologie, sur des fondements psychologiques qui sont comportementalistes. Alors je raccourcis beaucoup, hein, vous m'excuserez, mais c'est important, on est dans un fondement comportementaliste. Ça veut dire que dès que vous avez, vous, votre objectif d'une séquence, vous allez mettre en œuvre, quel que soit l'habillage, qui peut être très ludique, très sympa, un mode de modélisation et un mode de fonctionnement qui va avoir des implications très concrètes sur le fonctionnement des élèves. Et donc c'est ce que je vais essayer maintenant de vous expliquer, parce que il y a déjà 40 minutes que je parle, donc je pense que je parlerai encore une quarantaine de minutes, mais pas plus, parce qu'après il faut qu'on puisse discuter. Donc la première des critiques que je vais faire par rapport à ça, c'est qu'on voit très bien que ça conduit, cette logique-là, à penser l'apprentissage comme une adaptation utilitaire
à la tâche. C'est-à-dire que l'apprentissage, dans cette logique, on fixe un objectif, on met des exercices d'entraînement ou de conception, ça va permettre à l'élève de répondre. On a tous fonctionné comme ça. C'est-à-dire on répond utilitairement à ce qu'on l'institut ou le maître ou le prof demande pour passer le contrôle. C'est-à-dire que l'apprentissage va se réduire à un comportement utile et non pas à des savoirs à intégrer. Alors, juste une petite question. Dans votre... Alors, pour certains, ce ne sera pas vrai parce que ils sont comme moi, ils ont déjà quelques expériences longues. Mais pour les gens jeunes qui ont jusqu'à 40 ans, vous savez combien de fois vous avez rencontré la Révolution française dans votre parcours scolaire entre la maternelle et la terminale? Au moins 8 fois. 8 fois. 8 fois, entre 7 et 8 fois. Vous avez rencontré en histoire la Révolution française. Vous avez répondu à des interrogations écrites sur ce sujet et vous avez validé. Et combien d'entre vous se rappellent ce que c'est que la nuit du 4 août? Alors, les enseignants, ils sont, au jeu des 1000 francs, ils sont toujours bons. Des 1000 euros, pardon. Je date un peu. Au jeu des 1000 euros, ils sont toujours excellents. Mais quand on pose la question aux étudiants en première année, qui ont rencontré, eux, au moins 7 ou 8 fois aussi, il n'y en a pas 10% qui le savent. Et c'est vachement intéressant, parce que c'est ça ce que je veux dire par un apprentissage utilitaire. Alors, on a tous fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'on est tous très bons dans cette logique utilitariste. Essayez de réfléchir à tout ce que vous avez appris à l'école, ou au collège et au lycée, et que vous avez oublié. Vous allez voir que c'est monstrueux. Moi, par exemple, dans ma formation, il y a des choses que j'ai apprises, et pour le contrôle. Et cette logique utilitariste, on la retrouve particulièrement dans le second degré. C'est-à-dire que les élèves apprennent pour avoir juste au contrôle, et une fois le contrôle passé, ils font des lettres, nettoyage. Et c'est vrai pour nos élèves, même plus jeunes. Alors, cette compétence, cette capacité d'oubli est extrêmement importante. Elle nous a permis, nous, de réussir. C'est pas un mal, forcément. Mais on voit bien aussi que tout ce qu'on enseigne, les savoirs, cet aspect utilitariste, de répondre par un comportement adapté au contrôle, de nettoyer après, ça ne permet pas d'installer des savoirs durables. Et je crois que, par exemple, en termes de savoir-être et de savoir-faire, les événements récents montrent qu'on peut très bien répondre sur les valeurs de la République et avoir des valeurs qui se mettent en place d'une manière radicalement. Deuxième hic un peu pointu, c'est que cette pédagogie par objectif va amener à un découpage extrêmement important des objets de savoir, et pour un certain nombre d'élèves, ce morcellement ne va pas permettre de construire un sens pour les apprentissages. C'est-à-dire qu'en découpant les apprentissages, les enfants et les adolescents vont perdre le sens de ce qu'ils font. Alors, c'est déjà pas évident. C'est déjà pas évident pour un enfant, un adolescent, voire un adulte, de percevoir du sens dans l'activité d'apprendre et dans l'activité scolaire. Mais la forme même de ce découpage va rendre les choses encore plus difficiles. Paradoxalement, on met les enfants dans une situation, alors je vais vous donner une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est importante, dans la situation de devoir reconstruire un puzzle sans voir l'image de fond.
sans avoir l'image globale qui permet de repositionner les pièces. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément... Vous savez que pour apprendre quelque chose, il faut avoir une vision de ce qu'on va faire et du sens de ce qu'on va faire. Vous ne vous engagez, vous, jamais dans une activité si vous n'en percevez pas l'utilité. Ou alors si vous engagez dans une activité de 16 à 18 le mardi en fin d'après-midi, c'est que soit vous êtes contraint et forcé, soit c'est du masochisme. Alors le sens, c'est, bon, ben, je suis contraint et forcé, je vais essayer de ne pas m'embêter trop pendant 2 heures. Et ça vous permet de reconstituer du sens et d'essayer de faire quelque chose qui est un peu porteur de sens. Mais un enfant jeune, en situation d'apprentissage en milieu scolaire, lui, n'a pas forcément cette vision de l'ensemble des savoirs qui vont permettre de devenir plus tard un citoyen libre et éclairé. Donc on voit bien que quand on travaille dans une pédagogie où on va morceler en termes d'objectifs et de sous-objectifs, cette construction de la vision à moyen et long terme n'existe pas, ou est très difficile. Et on voit bien que cette vision va être transmise, puisqu'elle ne l'est pas par le dispositif pédagogique, elle va être transmise par l'extérieur, c'est-à-dire par l'école. Donc, par les familles, pardon, je me dis une bêtise. Elle va être transmise par l'environnement culturel qui permettra à l'enfant de se repérer dans cette abondance d'informations. L'erreur dans ce cas de figure-là, c'est une erreur qui est liée au sens des apprentissages. Alors, c'est très compliqué ça. C'est extrêmement compliqué. Parce que vous enseignez, je pense pour les collègues du premier degré, vous enseignez un certain nombre de disciplines. Mais quel sens ça a pour vous, adultes? Les mathématiques, quel sens ça a? Et comment vous avez construit le sens des apprentissages? Vous êtes allé à l'école, vous avez bien trouvé un peu de sens. Ah bon, je vais être maîtresse depuis que je suis tout petit, d'accord, mais vous avez trouvé un peu de sens. Comment vous l'avez construit? Comment vous le transmettez à vos élèves? Comment on transmet le sens de l'histoire-géographie, des mathématiques, de l'EPS? Pour nous, ça va de soi. Mes petits-enfants, qui vont à l'école, mon petit-fils Ali, 2 ans, va aller à l'école, il n'y a aucun problème. Il sait qu'il va à l'école, que pour lui, ça va avoir du sens. Il a des bouquins à la maison, il commence déjà à faire semblant de lire, etc. On le met à l'école, tout de suite, il sait qu'il va falloir lire, qu'il va comprendre, qu'il va pouvoir raconter des histoires. Lui, c'est pas l'enfant lambda. La télé ne fonctionne pas 6 heures par jour à la maison. Sa mère est agrégée de lettres classiques et son père est historien médiéviste. C'est des gens complètement anormaux. Des gens qui ne vivent pas dans un monde réel. Le monde réel, c'est pas ça. Par contre, ils habitent dans un quartier, c'est un rêve. Vous êtes, je ne sais plus comment on appelle ça, RSS. Ali, il ne démarre pas dans la classe au niveau du prénom. Mais on voit bien qu'on est dans des systèmes, quand il est confronté à la réalité sociale de la classe ou de la section, ils sont dans 2 univers différents. Mais le gamin, là, il y a une inégalité. Et si l'école ne transfère pas de sens, comment voulez-vous que l'enfant organise sa compréhension? Parce que le problème de ce dispositif pédagogique, objectif, sous-objectif, objectif notionnel, objectif secondaire, etc., c'est le morcellement. Alors, ça fonctionne bien, vous avez tous connu Bled. Enfin, tout le monde a connu Bled. Si vous ne connaissez pas Bled, il faut vous renseigner. Le Bled, c'est extraordinaire. Le Bled, ça permet de faire l'exercice tout juste parce qu'ils sont en dessous. Mais après, rédiger une rédaction, c'est pas la même chose.
Ça, c'est la deuxième technique importante. La troisième technique importante de ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle la scolarisation. Ça veut dire que les apprentissages sont cantonnés au monde scolaire et n'ont pas de cours dans la vie ordinaire de tous les jours. Alors, c'est problématique parce que si on ne fait pas le lien entre ce que l'on vit au quotidien et ce que l'on apprend à l'école, ça va poser problème. Et on voit bien que l'enfant ne peut pas apprendre. Donc l'erreur va faire partie d'un processus de sélection. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Il y a une dizaine d'années, je m'étais spécialisé sur les problèmes de langage chez l'enfant. J'avais conduit une recherche sur les problèmes de langage. Et à l'époque, on allait voir les stagiaires professeurs d'école. Donc je travaillais sur le langage en maternelle et les compétences langagières, un truc assez rigolo. Et donc je vais voir les stagiaires que je vais aller voir, savaient que je devais dire, et comme bon, je m'entendais relativement bien avec elles, avec les groupes de stagiaires, elles ont préparé toutes les séquences de langage. Donc j'avais tenu des théories de fumeuses tout en cours, et donc c'est normal, je ne sais pas trop faire certains trucs. Donc elles avaient mis en place des situations pédagogiques. Donc il y avait une jeune femme, qui est vraiment très sympa, avec qui très bien le temps, je travaille assez régulièrement. Elle prépare une séquence de langage et elle a amené un fragmento cobaye. C'est amusant parce que dans les classes, c'est souvent des fragmento, des animaux comme ça, dans ces classes maternelles. Et elle avait mis un cobaye. Alors c'était sur Saint-Étienne, dans une école de Saint-Étienne. Et donc elle avait préparé sa séquence, objectifs, etc. Elle l'avait dans la tête complètement. Plus elle s'est dit, je vais être visitée par le père Berger, donc sacrée d'angoisse, elle fait ça de façon remarquable, etc. Donc elle amène son cobaye, et son cobaye, il était terrorisé. Il se retrouvait avec un troupeau d'enfants qui regardaient assis en rond, lui au milieu dans son carton, enfin dans sa bassine, cette cuvette, et il était sauté sur place de manière très hystérique en poussant de petits cris. Alors, c'était une séquence de langage, donc la maîtresse, elle attendait la production de langage de la part du groupe classe. Elle avait amené un stimulus, il trépignait sur place, il était terrorisé. Donc il y a un courageux qui est assis à côté de moi, qui se lance, il dit maîtresse, il ne fait rien qu'à cliner. Ça c'est du stéphanois. Il ne fait rien qu'à cliner. Silence radio de la maîtresse. Alors, en face, il y avait son compère, aussi terroriste, dur, il dit maîtresse, il ne fait rien qu'à sauter. Toujours silence radio de la maîtresse. Puis il y a une petite fille, maîtresse, c'est un cobaye. Soulagement de la maîtresse, et on est parti sur c'est un cobaye roux, à poil blanc, voilà, rongeur, tout ce qu'il faut. Gros problème. Petit gamin qui est à côté de moi, donne le coup de coude, il me dit tu sais, il va nous faire des signes. Qu'est-ce qui s'est passé? Statut de l'erreur. On en parle, statut avec un E. Là, c'est la statue de l'erreur. Qu'est-ce qui a été renvoyé à mes deux terroristes, là, tranquilles? C'était ferme ta gueule. Ce que tu dis n'est strictement pas intéressant. Et c'est pas volontaire. Cette jeune femme était une femme vraiment très chouette. Elle était très occupée des élèves. Quand on a discuté après, ça l'a terrorisée. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mais non, t'as pas fait une connerie. T'as fait ce que t'as dû comme t'as dû. Mais l'effet vient du dispositif pédagogique. On avait tellement intégré la notion d'objectif qu'il fallait que l'objectif, ça soit la maîtrise du vocabulaire, machin chose, etc. Et elle n'est pas partie d'où en étaient les élèves,
Négresse ne fait rien qu'incliner. Ça veut dire quoi? C'est le langage des frameworks. On peut parler autrement, comment on dit les choses. Non, elle est partie de son logique. Et on voit bien que ça n'a pas de sens pour les élèves. Ça n'a pas de sens pour les élèves, profondément pas de sens. Donc, c'est plus la peine que je parle. Et c'était pas volontaire. Alors, vous voyez ce que c'est l'erreur, le lien avec l'école bienveillante. On voit bien qu'on est dans des pratiques qui vont de soi. Alors là, il ne faut pas en rajouter une couche, parce que c'est sûr qu'avoir quelqu'un qui vient observer sa pratique de classe, c'est pas de la tarte, et je suis pas sûr que j'accepterai la façon dont quelquefois c'est fait. Mais cette pédagogie par objectif ne s'occupe que des comportements, entre guillemets, pour produire un résultat, pas du tout des processus cognitifs qui vont conduire à ces comportements. Et ça, c'est un véritable problème. Dernière critique par rapport à la pédagogie par objectif, qu'on met souvent en place, c'est que cette pédagogie par objectif, elle focalise davantage sur le travail de l'enseignement que sur le travail des élèves. D'ailleurs, c'est une pédagogie qui est bien aimée parce qu'elle permet le contrôle de l'activité de l'enseignant, mais elle ne permet pas du tout le contrôle de l'apprentissage des élèves. Par contre, quand on vient vous voir dans la classe, on peut toujours dire que les objectifs sont mal formulés. Mais c'est pas ça, apprendre. C'est pas formuler les objectifs. Deuxième groupe de psychologie qui est souvent mobilisé et sur lequel je voudrais revenir assez rapidement, c'est qui donne un statut extrêmement particulier à l'erreur. Ça, c'est une diapo de synthèse que j'ai fait par rapport à la première. Deuxième groupe de psychologie qui va donner un statut particulier à l'erreur, c'est ce qu'on appelle la psychologie génétique, qui a été fondée par un psychologue genevois, Jean Piaget. Alors, Jean Piaget, c'est assez rigolo son histoire. C'était un spécialiste, un biologiste, et il a fondé son observation psychologique sur l'approche qu'il avait en biologie, sur l'observation. Alors, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur les escargots d'eau douce, ce qu'on appelle les limnés, et il est passé directement des escargots d'eau douce aux enfants, avec les mêmes processus. Et il a observé ses propres enfants. Alors, la psychologie génétique, elle s'articule autour de trois grands concepts qu'on va essayer de voir ensemble. Le premier est assez simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle le constructivisme. Le constructivisme, c'est l'idée que l'intelligence se construit et qu'elle se construit tout au long de la vie. Donc, ça c'est intéressant, et elle se construit chez tout être, quel qu'il soit. C'est-à-dire, très concrètement, qu'on peut apprendre dans n'importe quelle situation, quelle que soit sa pathologie, etc., et quel que soit son âge. Et que les choses ne sont jamais terminées. Donc ça, c'est une idée importante. Et la deuxième idée importante dans le constructivisme, c'est que c'est par l'environnement et la stimulation extérieure qu'on construit son intelligence. Donc ça, c'est deux idées importantes. Et ce que le sujet va mettre en œuvre, c'est une activité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité du sujet? Alors ça, c'est l'aspect théorique. Ce que l'enfant construit, ce sont des chaînes. Ce que Piaget appelle des chaînes. Et l'intelligence, c'est un ensemble de chaînes. Alors, pour vous montrer, parce que moi, je n'ai pas de tableau, mais pour vous montrer ce que c'est qu'un chêne, un chêne, c'est quelque chose qui est préexistant. Je vais résumer Piaget en 5 minutes. Ça ne va pas être long, mais c'est important de le comprendre. Ce n'est pas la peine de s'embêter avec la notion de stade et tout ça. Un chêne, c'est quelque chose qui existe au niveau, comment on appelle ça, j'ai un peu de mémoire, qui existe dans l'individu depuis la nuit des temps. Par exemple, un chêne qui est le chêne de préhension. À l'époque où notre espèce s'accrochait, nous sommes tous accrochés dans un lointain passé à la fourrure de notre mère.
C'est ce qu'on trouve chez les singes, les grands singes, etc. C'est ce qu'on appelle le schème de préhension. C'est-à-dire les enfants à la naissance, vous avez pu voir, si vous avez suivi un test qu'on pratique en maternité, qui s'appelle la GPAR, la part. On accroche le nouveau-né, qui vient d'être expulsé, et on accroche le petit doigt et on peut le soulever. Et il tient. On peut secouer. D'ailleurs, plus tard, les internes, on était à Pellet, on le faisait test de la part, on soulevait le bébé, puis on avait posé sur l'île de la maman, et la maman avait secoué. Ça tient bien. Donc ce chêne, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est un chêne qui est archaïque. Mais au fur et à mesure du développement de l'enfant, ce chêne-là va amener l'enfant à découvrir le monde en attrapant ce qu'il y a autour. Il va le porter à la bouche, il va découvrir du monde, il va découvrir par exemple que quand on rencontre un stylo ou un objet qui trace, on peut laisser des traces. Et que ces traces, elles vont être interprétées par l'environnement. Il va dire « Oh, petite indiscipline, un bonhomme ». Et petit à petit, ça prend du sens. Et le chêne-là va évoluer vers l'écriture, c'est-à-dire la symbolisation, et à travers la symbolisation, vers l'abstraction, qui est la forme d'intelligence, celle qu'on est en train de mettre en œuvre, la plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut faire du travail sur des choses qui n'existent pas, réellement, qui vous représenter. Et on voit qu'il y a une continuité absolue entre chaîne de préhension et, par exemple, la construction du récit, l'écriture. Si j'écrivais le petit chat au tableau, vous sauriez qu'il y a un loup qui va arriver derrière, etc. etc. D'accord? C'est-à-dire, c'est ce qui permet de construire une abstraction, une symbolisation commune et comprise par tous. Ça, c'est le principe du constructivisme et de l'intelligence, et ça s'effectue toujours du concret vers l'abstraction, et toujours à travers l'aide du langage, dans une logique d'interaction permanente avec l'environnement. Donc ça, c'est le principe du constructivisme, et tout ça s'effectue parce que le sujet est acteur de son apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'activité du sujet. Alors, quand vous entendez rendre l'enfant acteur de son apprentissage, c'est derrière qu'il y a une référence piagétienne. Donc en arrière-plan, cette idée d'être acteur, c'est une idée de constructivisme. Donc l'activité du sujet, c'est un processus complexe qui rééquilibre en permanence le chêne à travers deux processus qui sont l'assimilation et l'accommodation. Ça, c'est les concepts clés de chez Piaget. C'est les seuls qui nous intéressent. Un chêne, chez Piaget, c'est toujours un état précaire entre un avant et un après. Et comment ça se passe? Ça se passe de cette façon relativement simple. C'est-à-dire, quand on vit au quotidien, quand on construit, quand on apprend, on a un certain nombre de savoir-faire, d'expériences qui constituent ce que Piaget appelle le cadre assimilateur. C'est tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait penser, et chaque fois qu'on est dans une situation, on le met en œuvre. Et si ça passe, on n'a pas besoin de changer. Par contre, lorsqu'on rencontre une difficulté, où ce processus est en échec, on va être obligé de construire quelque chose de nouveau et de mettre en place un processus d'accommodation. Et ce processus d'accommodation permet de construire des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs, etc., qui vont venir enrichir le cadre assimilateur et permettre d'atteindre, de dépasser la difficulté ou l'échec. C'est ce qu'on appelle, Piaget appelle l'équilibration majorante. Alors juste, pour vous montrer comment ça fonctionne, chaque fois qu'il y a apprentissage, c'est qu'il y a difficulté ou échec. C'est-à-dire que l'erreur, dans cette logique-là, elle fait partie intégrante du processus d'apprendre. Ce que nous dit Piaget, c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend. C'est parce qu'on est confronté à la difficulté et à l'échec qu'on apprend. Donc l'erreur, elle est structurante du processus d'apprentissage. Alors, le problème, c'est que si on laisse l'élève buter sur l'erreur, sans l'accompagner dans la construction du
du cadre assimilateur, c'est-à-dire l'accommodation, on voit bien que ça va être problématique. Alors l'erreur, elle a un statut là qui est intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'elle participe au dispositif pédagogique. La conception de dispositif pédagogique qui est derrière ce modèle, c'est qu'on va mettre en place une situation qui va être une situation problème, et sur lequel l'élève va devoir construire quelque chose. Et c'est là le fait qu'il se trompe, quand il va faire des erreurs, ça va être révélateur du processus intellectuel que l'élève met en œuvre. Donc on voit bien que quand on arrive à identifier les flux d'erreurs, c'est quelque chose qui va pouvoir être utile pour l'aider et porter des solutions de remédiation. Mais on voit bien aussi que c'est une approche centrée sur l'individu et la pédagogie. Sur une approche pédagogique centrée sur l'individu. Dans l'approche précédente, l'approche behavioriste, on était dans des approches collectives. Là, pour Piaget, on voit bien qu'on est dans des approches de remédiation de type individuel. Alors, c'est un processus et un mécanisme qui est intéressant et qui nous permet de repenser dans l'apprentissage la question de l'erreur. Alors, tout ça, c'est intéressant. 1h07, ouais, donc j'ai dit 1h20, pas plus. Tout ça, c'est intéressant, mais ça va présenter un certain nombre de limites, d'intérêts et de limites. Alors, ce que je peux vous amener, ce que je souhaiterais vous amener à réfléchir, sur les aspects, notamment, alors je vais essayer de synthétiser sur l'aspect assez ennuyeux de ces conceptions pédagogiques. Non, ce n'est pas les aspects ennuyeux, c'est les aspects moins positifs de l'approche piagétienne. On voit que là, dans la logique de Jean Piaget, on va être confronté à des conceptions qui vont poser problème en termes d'enseignement. Alors, je fais des raccourcis un peu saisissants, donc j'ai peur que vous compreniez mal, mais la première difficulté de ces conceptions où l'enfant, on met en place des situations problèmes, c'est justement le fait que l'enfant va être confronté à une difficulté et à une erreur. Pour certains enfants, au niveau de l'apprentissage, le fait qu'ils soient confrontés à une difficulté et qu'ils ne soient pas étayés de façon extrêmement forte par rapport à cette difficulté et soutenue, va faire en sorte que cette difficulté devient un obstacle à l'apprentissage. Ce n'est pas une histoire de capacité, c'est bien davantage une question intérieure de fonctionnement de l'enfant. Je vais essayer d'être plus clair parce que c'est un petit peu compliqué. Pour utiliser une image facilement accessible, c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans une situation où vous savez que vous allez prendre une calotte, et vous ne savez pas comment ça va vous tomber dessus. Ça ne favorise pas votre engagement dans l'activité. Si vous arrivez le matin au boulot en sachant que vous allez avoir une grosse tuile, vous n'allez pas y aller franchement avec joie. Et pour certains enfants, le fait de ne pas donner un encadrement très fort, et notamment ça se voit parce qu'on connaît, hein, ça s'appelle des situations de problème, des situations de découverte, etc. Pour certains enfants, le fait de ne pas être bien encadré va poser. Alors, c'est compliqué parce que tout à l'heure, je vous ai dit, la pédagogie par objectif, elle pense les apprentissages indépendamment du processus de pensée de l'enfant. C'est le maître qui organise l'apprentissage. Là, il faut partir du processus d'apprentissage de l'enfant, mais il faut le laisser découvrir, ça pose problème. Deuxième remarque sur cette pédagogie,
Alors c'est lié à la pensée de Piaget. Piaget, il a inventé les stades, vous savez, les stades sensorimoteur, machin, etc. Et ce que nous dit Piaget, c'est que le développement précède l'apprentissage. C'est-à-dire que pour apprendre quelque chose, il faut s'être développé suffisamment. Et notamment, c'est une idée que vous retrouvez facilement quand j'utilisais le concept de maturité. Quand vous dites cet enfant, il n'est pas mûr pour apprendre à lire. Ou cet enfant, il n'est pas mûr pour passer en sixième. C'est du Piaget que vous faites. C'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le bon stade qui lui permettra d'évoluer. Or, pour certains enfants, on sait très bien qu'on peut attendre la maturité extrêmement longtemps. Même chez les adultes. Oui. Chez les hommes en particulier, il faut attendre la cinquantaine pour un peu de sagesse. C'est traditionnel, ça. Troisième problème chez Piaget, c'est la pédagogie où on rend l'enfant acteur de ses apprentissages. C'est une pédagogie où on travaille beaucoup plus le apprendre à apprendre que quelquefois le apprendre quelque chose. Dernier groupe de psychologie, c'est ce qu'on a appelé la pédagogie, la psychologie sociale et la nature sociale de l'intelligence et de l'apprentissage. Et là, je vais faire référence à un auteur qui s'appelle Vygotsky. Comme son nom l'indique, il est un auteur plutôt soviétique. Alors, c'est amusant parce que je fais référence, c'est des références scientifiques à des auteurs, par exemple Vygotsky, qui est décédé en 1931 quand même. Hein. C'est pas de la première jeunesse. Mais à l'époque, il y avait une sorte de mur en béton qui séparait l'Est de l'Ouest. Et ce qui fait que la pensée Vygotsky est arrivée en France dans les années 90, 1990, soit presque 60 ans après, par l'intermédiaire d'un Américain qui s'appelait Jérôme Brunner. Donc c'est assez gag, quoi. C'est les Américains qui ont fait pénétrer les Russes en France, je trouve ça assez drôle. Piaget, il était à l'Ouest, et sa pédagogie... Bon, il était à l'Ouest, et sa psychologie s'est centrée sur l'individu. Vygotsky, il était à l'Est, et son approche était forcément une approche collective. C'est ce qui les différencie, c'est pas de l'idéologie, c'est simplement des... Donc Vygotsky a mis en place deux grands concepts, et on va voir les autres. J'ai fait une erreur dans ma diapo, c'est pas grave, on en parlera après. Vygotsky a mis en place les lois sociales du développement. Alors, les lois sociales de développement, c'est assez simple à comprendre. Ça part sur une idée simple, c'est que l'apprentissage va précéder le développement, que l'apprentissage s'effectue toujours dans l'interaction sociale, c'est-à-dire en relation avec l'autre, s'effectue toujours en deux temps. Dans un premier temps, le savoir ou la culture est extérieur au sujet, et c'est par une relation entre le sujet et son environnement que le sujet va introjecter dans un deuxième temps le savoir et la culture. Et l'intelligence se construit toujours dans ce double mouvement qui est un mouvement d'aller percevoir à l'extérieur de soi et d'introjection. C'est-à-dire un concept, une notion est d'abord portée par l'environnement avant d'être intériorisé par le sujet, et c'est dans l'interaction avec autrui que s'effectue cette construction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lois sociales du développement, et ça repose toujours sur une relation pédagogique que Vygotsky appelle une relation asymétrique entre le sujet et son environnement, entre l'expert et le novice. Comment ça s'effectue? Il a mis en avant un deuxième concept, qui est un concept clé, qui est celui de zone proximale de développement. Alors la zone proximale de développement, c'est ce qu'on peut appeler la zone d'apprentissage, en deux temps. La zone de développement, c'est ce que le sujet sait faire tout seul, sans l'aide de l'extérieur. La zone proximale de développement, c'est ce que le sujet sait faire
avec l'aide de quelqu'un, avec l'aide d'une tutelle, ce qu'on appelle une tutelle. Alors, c'est important parce que c'est là où doivent se situer les apprentissages. Si vous situez les apprentissages dans la zone bleue, dans la zone de développement, ça ne sert à rien. Si vous les situez au-delà de la ligne jaune, c'est-à-dire au-delà de ce que le sujet sait faire avec l'aide de l'environnement, il ne pourra pas apprendre parce qu'il n'a pas les capacités. Donc c'est extrêmement intéressant de penser ces choses-là pour situer l'endroit où on va positionner les apprentissages. Alors, c'est un niveau de technicité un peu nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, chaque enfant, chaque adolescent va disposer de cette fameuse zone proximale de développement, c'est-à-dire d'une zone dans laquelle il va pouvoir apprendre. Et le travail du maître, ça va être justement d'identifier, grâce au repérage des erreurs, si on est dans la zone de développement, dans la zone proximale de développement, ou en deçà de la zone proximale de développement, c'est-à-dire dans une zone où le sujet ne pourra pas apprendre, même avec l'aide de l'adulte. Donc, quand vous entendez parler de compétences, on est dans cette logique-là. Alors, c'est important. Objectif, le mot objectif renvoie à une notion comportementaliste. Le savoir, il est à l'extérieur du sujet et il va falloir le faire passer dans le sujet. La pédagogie qu'on met en œuvre est une pédagogie qui va viser à transférer du savoir dans un sujet qui n'est pas forcément prêt à le recevoir. Si le sujet fait des erreurs, ça sert d'outil pour moduler la pédagogie. Ça, c'est le premier modèle. Dans le modèle piagétien, l'erreur, elle est conçue comme une partie intégrante du dispositif d'apprentissage. Et elle informe le professionnel d'éducation sur le type de capacité du sujet pour construire une remédiation. Dans la logique de la psychologie sociale de Vygotsky, ce que l'on construit, c'est des compétences. Ça veut dire que tout ce qu'on va monter en termes de dispositifs pédagogiques va nécessiter de repérer ce que le sujet sait faire tout seul, s'appuyer sur ses acquis pour construire le dispositif à partir de là. C'est-à-dire que l'apprentissage est construit comme une continuité en fonction de ce que le sujet connaît. Et l'erreur sert justement à la délimitation de la zone proximale de développement. Elle informe sur la zone d'apprentissage. Donc on a, sous un même mot, trois acceptions radicalement différentes. Je terminerai sur quelque chose qui me paraît important, c'est sur la notion d'interaction de tutelle de Jérôme Brunner. Alors, Jérôme Brunner, dans la continuité des travaux en psychologie sociale, a défini la façon, en quelque sorte, de prendre en charge l'accompagnement de l'élève, notamment dans cette logique de construction des compétences et des savoirs. Alors, il a défini l'interaction de tutelle en 6 grands points. Le premier, et on va voir, on retrouve toutes les interrogations que j'ai soulevées tout à l'heure, c'est la question de l'enrôlement. C'est-à-dire quand on engage une activité didactique et pédagogique, c'est la premier niveau de l'interaction de tutelle, c'est la question de l'enrôlement, c'est-à-dire de savoir comment les élèves vont pouvoir percevoir le sens de l'activité et comment on pense cette chose-là. Alors la question de l'enrôlement est une question extrêmement complexe, puisqu'on voit bien que c'est quelque chose sur lequel on fait souvent défaut.
Vous comme moi, on est allé à l'école parce qu'il fallait aller à l'école et on ne s'est pas posé la question de changer d'activité, de changer. Ça allait de soi. Moi, quand on faisait une leçon de maths, je m'engageais dans les maths. Quand on faisait une leçon de français, je m'engageais dans le français. Ça n'avait pas d'importance. Là, on voit qu'avec les publics qui nous sont confiés, l'évolution des publics, cette question de l'enrôlement, elle va prendre une acuité tout à fait particulière. Deuxième point sur l'interaction de tutelle, alors vous reprendrez sans doute ça avec mes collègues, c'est la question de la réduction, ce que Jérôme Brunner appelle la réduction des degrés de liberté. Alors, la réduction des degrés de liberté, c'est l'encadrement de la tutelle. C'est-à-dire une interaction de tutelle, c'est-à-dire, selon Brunner, c'est véritablement quelque chose qui doit être encadré de manière claire et précise. Et moins le sujet est libre de trouver des solutions les plus diverses, plus il sera rassuré sur ses capacités. Là, c'est complètement en contradiction avec le modèle piagétien, où on va mettre une situation problème et on va laisser les élèves se débrouiller vis-à-vis de la situation problème. On voit que dans le modèle piagétien, pour un certain nombre d'élèves, se retrouver face à la situation problème est quelque chose qui va poser. Donc ça, c'est un truc à repérer. Troisième élément de l'interaction de tutelle qui est assez fondamental pour Jérôme Brunner, c'est ce qu'il appelle le maintien de l'orientation, c'est-à-dire la capacité à réorienter en permanence l'activité du sujet sur la tâche. Le quatrième élément important chez Brunner, c'est ce qu'il appelle la signalisation des caractéristiques déterminantes, c'est-à-dire le bornage de l'activité. Pour que l'élève apprenne, il faut que les choses soient extrêmement carrées et bornées. C'est-à-dire que tous ces éléments, les quatre premiers, sont en complète, interaction les uns avec les autres. Deux derniers points qui sont plus liés à la situation, ce que Brunner appelle le contrôle de la frustration, c'est le fait d'assurer la sécurité de l'élève en situation d'apprentissage. On peut apprendre qu'à la seule condition d'être rassuré, c'est-à-dire que si on commet une erreur, si on se trompe, on ne sera pas en situation d'être sanctionné, soit affectivement, soit par des notes, soit par des choses distinctes. Et ce contrôle de la frustration est extrêmement important pour éviter que la difficulté ou l'échec ne deviennent des situations qui vont empoisonner la vie de l'élève. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on sait peu, pas très bien faire. Ça oblige à reprendre, rappelez-vous l'histoire de la dictée au CE2, tout notre système de pensée. C'est-à-dire comment on indique à nos élèves leurs résultats. C'est pas simple à penser. Comment on fait en sorte qu'ils puissent s'inscrire dans une progression? Comment on leur indique leurs résultats sans que la difficulté, sans qu'on les laisse s'enfermer dans la difficulté? Ça veut dire aussi que dans l'exercice au quotidien de la classe, quand on prévoit un exercice ou des exercices, ça va peut-être être quelque chose qui va nécessiter une individualisation. C'est-à-dire que le petit X va faire 10% de ce qui est prévu. Et on va l'évaluer sur ces 10%-là. Alors que le petit Z, lui, il va faire la totalité, on l'évaluerait sur la totalité. Et que pourtant, ils auront le même résultat à la fin. Ça veut dire qu'il faut renoncer à des systèmes de valeurs qu'on a pensés et qui sont installés fortement. Ça veut dire que vous avez des parents qui vont dire « Ouais, mais mon gamin, il a fait 0 faute à sa dictée, il a eu 18, mais l'autre, il en a fait 18 fautes et il a eu 18 aussi. » Comment vous justifiez ça? En général, c'est les parents des enfants qui réussissent le mieux qui se lèvent du jour, d'ailleurs. C'est pas les autres. Et dernier point qui est complètement... que moi, j'aime beaucoup réintroduire, c'est que dans l'interaction de tutelle, Jérôme Brunner insiste beaucoup
sur la dimension asymétrique et sur le fait que le maître ou le professeur est un expert. C'est-à-dire qu'il est en capacité de savoir et de faire, et il en connaît plus en procédure comment savoir que l'élève. Et il doit être en situation de démontrer ses compétences. Il ne faut pas avoir peur de montrer aux élèves qu'on sait faire. Ça va complètement à l'encontre d'un certain nombre de faits qui ont été une sorte de vulgate pédagogie où il fallait tout laisser découvrir à l'élève, rendre à l'élève à cœur de ses apprentissages. Là, au contraire, il y a des fois où il faut être dans la démonstration, et c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Alors, ces trois grands modèles pédagogiques ont été complétés par d'autres. Alors, j'avais prévu, mais c'est un peu long, donc je ne le ferai pas, avaient été programmés par d'autres, et notamment à travers, j'avais prévu un long développement sur la mémoire, mais on n'aura pas le temps de le faire, mais vous l'aurez en polycope, si vous voulez, par des apports récents, et notamment de ce qu'on appelle les sociocognitivistes. Alors, eux ont défini trois grands éléments, qui sont le conflit socio-cognitif, l'importance des pairs et le rôle de la mémoire. Alors, le rôle de la mémoire, je ne vais pas le faire. Donc, je vais juste vous parler du conflit socio-cognitif. Le conflit socio-cognitif, qui est une des grandes tartes à la crème du monde de la didactique, conflit socio-cognitif, c'est un conflit de représentation entre deux personnes, un expert et un profane. Donc, vous mettez les élèves en groupe et que vous leur dites de discuter, c'est un conflit de représentation, ce n'est pas un conflit socio-cognitif. Moi, j'en ai tellement entendu là-dessus que ça me pose problème. C'est une vulgate un peu idiote, mais c'est comme ça. Le conflit socio-cognitif, c'est un instrument de la tutelle. C'est-à-dire, c'est quand on va questionner l'élève à partir de ses productions sur ses procédures. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as obtenu ce résultat? Etc. Là, on est dans le conflit socio-cognitif. Deuxième point important de l'apport des socio-cognitivistes, c'est l'importance des pairs et le travail de groupe. Alors, c'est toujours extrêmement compliqué à mettre en œuvre, mais dans le développement de la tutelle des autres élèves par rapport à ceux qui ont ça besoin, l'hétérogénéité des compétences, si ça vous intéresse, il y a eu de très bons articles de Pédaga qui s'appelle sur cette question-là. On sait maintenant que quand les enfants sont mis en situation de travailler en groupe, le fait qu'ils puissent s'entraider pour la réalisation d'une tâche, et je vais même plus loin, le fait que les élèves puissent copier les uns sur les autres, il y a quelque chose qui leur permet de dépasser leurs difficultés. Et ça peut être, pour certains élèves en grande difficulté, une interaction de tutelle extrêmement, qui permet de démultiplier l'interaction de tutelle, c'est-à-dire que l'interaction n'a plus lieu qu'avec le maître, mais a lieu avec les autres élèves dans la classe. On apprend toujours plus en groupe que tout seul. Alors j'avais prévu la mémoire, mais 1h27, je pense que je vous ai 1h45. Il est largement en temps que je termine là-dessus. Là, j'ai été un peu obsessionnel là. J'en ai fait un petit tiers. Donc pour terminer, et ça sera ma conclusion en 5 minutes, une idée forte. Apprendre, c'est une action. Ça nécessite un engagement volontariste et une démarche personnelle du sujet qu'on ne peut pas faire à sa place. Ça s'effectue dans un contexte et ça s'effectue avec toujours deux piliers importants, la question du sens, la question du groupe, et l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. L'actualité de la pédagogie fait qu'on est dans une situation où cette erreur ne doit plus être quelque chose qui va emmener les élèves vers l'exclusion. Je pense que j'ai terminé, un peu abruptement, et j'espère pas trop vous avoir ennuyé, parce que là c'est plus que du courage. Voilà. Je peux plus parler. J'ai senti que ça descendait.